Bonjour, je suis Jean-Gabriel, Et je suis Cédric. et bienvenue dans cet épisode 2 du Compositoire. Bienvenue à tous dans cet épisode 2 du Compositoire, qui sera bien entendu moins long que le premier, comme on vous l'avait promis. Pour faire simple, on va répondre un petit peu aux questions qui nous ont été posées depuis notre lancement. On va faire un tout petit retour sur donc le début de l'émission, le lancement du Compositoire. On vous remercie vraiment de nous avoir déjà autant suivis et d'avoir donné autant de retours. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a bien écoutés et qu'on va un petit peu partir dans un modèle un petit peu différent que ce qui était prévu au tout départ. Alors comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, nous avons déjà commencé une série de tutoriels que Cédric a fait à propos de la composition directement dans un séquenceur. Pour ma part, je vais prochainement lancer une série de mini-tutoriels beaucoup plus axés sur les bases du solfège et ce genre de choses pour les compositeurs qui ont besoin de compréhension des éléments de base de composition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on nous a dit, et à juste titre, que notre émission était intéressante mais longue, on fait ça pour justement que les gens aient le choix. On ne peut pas faire une émission, même si elle dure 3 heures, qui conviendrait à tous les niveaux et à tout le monde. On peut pas faire non plus une seule suite de tutoriels qui conviennent à tout le monde, puisqu'il faudrait partir de 0 pointé pour arriver dans 5 ou 6 ans à un niveau pro. Alors c'est pour ça qu'on va vraiment aussi lancer d'autres tutoriels en plus. On a déjà donc ce tutoriel de construction de morceaux, on aura le tutoriel de Jean-Gabriel, et on va encore faire conjointement ou chacun de notre côté d'autres mini-tutoriels, des séries de 5, 6, 10 épisodes de tutoriels pour à peu près tout. Alors à peu près tout, non, pas non plus, mais en tout cas tout ce qui semble être vraiment demandé par les gens, ce qui nous semble être utile pour vous. Ça prendra du temps, donc on va vraiment prendre le temps de faire ça de manière posée et concise. À savoir aussi au niveau du montage. Comme vous l'avez remarqué, on n'est pas professionnel dans le montage vidéo. Alors de une, ça va venir avec l'habitude. De deux, on va aussi faire appel à des gens qui vont nous donner des petits coups de main pour que ce soit l'intro ou certaines transitions, le générique et d'autres. Et au niveau du montage, quand on verra vraiment que... Alors c'est bête de dire ça, mais quand on verra vraiment qu'il y aura... pas mal de monde qui suivront les tutoriels, on va essayer, et même sans ça, de quand même augmenter la qualité, que ce soit vidéo, du montage du tutoriel, etc., de l'habillage. Donc le sommaire de cette émission, notre rubrique sera une rubrique unique où l'on parlera des prérequis pour être compositeur, à savoir ce qui est nécessaire quand on débute, lorsqu'on est amateur ou lorsqu'on est professionnel. Nous enchaînerons ensuite avec les réponses aux questions qu'on nous a posées, ensuite les news, puis les exercices, et enfin un tutoriel pour terminer. Pour commencer à composer, on ne peut pas arriver sans rien connaître du monde de la musique et se dire « Ah ben tiens, je vais faire de la composition ». De la même manière que lorsqu'on écrit un texte, l'écriture et les tournures elles-mêmes nécessitent de connaître des bases pour les exécuter. Imaginez que vous essayez d'écrire un texte sans savoir comment on place le verbe, où l'on place le sujet, etc. En gros, comment on construit approximativement le tout, on arrivera peut-être à formuler quelque chose à force de travail, mais ça sera très approximatif et c'est exactement la même chose en musique.
Nous nous sommes donc dit que ça pourrait être intéressant de référencer un peu les bases nécessaires à la composition, du moins selon nous, car nous avons tous les deux un parcours classique, et même si on prend du recul pour en parler, notre vision des choses est forcément influencée par ça. Comme dans la plupart des métiers artistiques, ou même des métiers non artistiques d'ailleurs, nous avons découpé ces bases en plusieurs paliers selon le degré de professionnalisation que l'on atteint. Nous avons découpé ça en 3 grands paliers, à savoir le palier débutant, lorsqu'on commence, qu'on tâtonne et qu'on expérimente totalement sans vraiment connaître et savoir ce qu'on fait. Le palier amateur qui veut se professionnaliser et commence à envisager de proposer ce qu'il fait. Et enfin, le palier professionnel, dans lequel, malgré le terme professionnel, on englobe ceux qui ont désormais les acquis pour l'être, même s'ils ont encore du mal à le concrétiser. Alors, premier palier, le palier débutant, par lequel nous sommes tous passés. C'est un moment où l'on part de zéro en quelque sorte et où l'on tâtonne pour comprendre. C'est la phase « j'ai envie d'écrire un poème, mais j'ignore comment se construit une phrase et mes connaissances de l'alphabet sont catastrophiques ». Alors il faut savoir que c'est rare, on n'a pas dit que ça n'arrivait pas non plus, mais c'est rare que quelqu'un décide de s'amuser à faire de la composition sans n'avoir jamais eu de bagage musical au préalable. Ça peut être un interprète qui s'est formé en autodidacte, quelqu'un qui fait partie d'un groupe de rock ou autre, ou quelqu'un qui a une formation classique par exemple. Mais quelqu'un n'ayant jamais eu de rapport proche avec la musique, ça reste très rare. Et c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus perdu dans ce qu'il faut faire qu'une personne s'étant déjà confrontée au milieu musical. Pour cette phase, il n'y a donc pas réellement de prérequis, mais juste du travail à fournir en cherchant à travailler son oreille, en écoutant ce qu'on entend pour s'essayer à comprendre les mécanismes de composition. Comme vous pouvez le voir, on est aussi passé par cette case débutant, et voici un tout petit extrait florilège de ce qu'on faisait à cette époque. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, mais comme vous pourrez certainement le comprendre, on ne reste pas très longtemps dans ce palier-là. C'est un palier un petit peu transitoire qui part du moment où on a décidé de faire ça, enfin où on s'est dit qu'on allait composer de la musique, jusqu'au moment où on le fait plus d'une fois, où on commence un petit peu à répéter l'expérience. Et à ce moment-là, on passe dans le palier amateur. Alors pour ce qui est des amateurs, les amateurs n'ont pas un ensemble de compétences qui est bon, mais juste quelques domaines de compétences qu'ils ont réussi à magnifier, et d'autres sur lesquels ils doivent progresser. Du coup, il faut avoir travaillé un domaine de compétences particulier au préalable. En l'occurrence, pas mal de points que l'on énoncera ici seront axés sur le domaine de compétences qui vise à écrire de la musique orchestrale. Comme pour les débutants, le travail de l'oreille au préalable est vraiment très important. Il leur faudra s'habituer à décrypter ce que les grands noms du métier font et analyser ce qui fait la qualité de leur musique, pour réussir à incorporer ces méthodes dans leur propre composition. Mais habituellement à ce stade, on a déjà déniché des recettes ou trouvailles via ces analyses, et on en applique déjà quelques-unes, ou du moins on essaye de les appliquer. Une connaissance de base des différents instruments est nécessaire, à savoir quel est le rôle habituel de chaque instrument au sein de l'orchestre, à quoi sert tel instrument traditionnellement, mais également aussi connaître la répartition de base d'un orchestre. Pour donner un exemple, parmi tant d'autres, on sait qu'habituellement les contrebasses sont placées à droite de l'orchestre ainsi que les violons sont à gauche. La pratique de l'instrument n'est pas obligatoire, mais est très encouragée, et si possible des bases de piano en priorité. Avoir des bases, même vraiment minimes de piano, ça aide énormément pour composer, et ça forme à avoir l'habitude de manier plusieurs voix en même temps. Alors le piano est un instrument polyphonique. Pour ceux qui ne le savent pas, un instrument polyphonique, c'est un instrument capable de jouer plusieurs notes en même temps, contrairement aux instruments monophoniques qui eux ne peuvent jouer qu'une seule note à la fois. Alors on donnera en exemple le cor, un instrument que j'ai joué, ou même une flûte. La plupart des instruments à clé peuvent jouer qu'une seule note à la fois. Des notions plus techniques sont à avoir travaillé, à savoir qu'est-ce qu'un accord, comment est-il construit, ou bien des connaissances similaires comme par exemple une connaissance des tablatures pour les guitaristes. Ça permet d'avoir une logique des accords sans qu'il y ait de fausses notes, ou du moins qu'il n'y en ait pas trop. Après ça s'appelle du jazz. Oui. Ce qui évidemment demande de connaître les notes de musique. Quand je dis connaître les notes de musique, je veux pas dire qu'il faut savoir lire la musique,
mais bien savoir que, par exemple, lorsqu'on veut jouer ou écrire un Fa, c'est bien la bonne note qu'on va écrire jouer et qu'on va pas taper sur une autre note. Il faut également commencer à développer des connaissances en orchestration. Alors pas de manière poussée bien évidemment, mais d'une certaine manière, ne serait-ce que le fait, comme on l'a dit auparavant, de connaître le rôle habituel de chaque instrument aide beaucoup à ce niveau-là. Vraiment beaucoup. Ensuite, développer ses capacités en termes de programmation de musique via des logiciels dédiés à la composition, comme les séquenceurs, est une chose importante. Il faut essayer de travailler et améliorer son son dès qu'on en a la possibilité, que ce soit la programmation ou bien le mixage, ça prend des années pour se former à avoir un rendu acceptable ou un bon rendu par conséquent. Plus vous travaillerez ça tôt, mieux ça sera. Une chose qui peut être considérée comme un prérequis et à laquelle beaucoup de gens ne font pas attention est de savoir se limiter sur ce qu'on veut faire. Il vaut mieux limiter ses connaissances à un style particulier, de travailler beaucoup et arriver à progresser dessus, plutôt que de vouloir faire tous les styles en même temps, ce qui amène très vite à tout mener de manière médiocre et ne jamais progresser suffisamment sur l'un d'entre eux. Alors on dit ça, mais comme on l'a dit dans la mission 1, ensuite il ne faut pas rester monomaniaque sur un seul style. Une fois qu'on commence à maîtriser, on peut, mais ça vient un peu après, on peut changer de style et tester d'autres choses. Enfin, autre chose qui n'est pas réellement un prérequis, mais une chose à commencer à faire en vue de sa progression, c'est commencer à travailler son ego. Ce stade est celui où l'on commence à se créer un réseau, à montrer ce qu'on fait en composition et où on commence à attendre des retours et critiques dans le but de s'améliorer. Seulement, bien souvent au tout début, on reçoit beaucoup plus de bonnes critiques que des mauvaises. D'une part parce que ce sont des amis qui écoutent principalement, d'autre part parce que bien souvent les gens n'osent pas critiquer ce genre de choses. Ce qui amène très vite à se penser meilleur que l'on est, et ça c'est un défaut que 95% des compositeurs ont eu, nous y compris bien sûr. Par conséquent, il faut vraiment s'axer sur le fait d'être ouvert aux mauvaises critiques, même si elles font mal, et au final de ne presque s'axer que sur les mauvaises critiques. C'est ça qui vous permettra de progresser. Voilà, alors à savoir que une critique, même si elle est constructive, mais qu'elle est négative, elle ne fera jamais du bien. Vous pouvez être le mec ayant le plus de recul au monde, ça ne fait pas du bien, c'est toujours chiant quand on a bossé 10, 15, 20 heures sur quelque chose, mais c'est un passage obligé. Ne réagissez pas mal aux mauvaises critiques. Si un jour, quelqu'un nous envoie une composition qui est vraiment jugée mauvaise, vaut mieux qu'on dise à la personne, elle est mauvaise, écoute, il faut vraiment que tu bosses sur ça ou ça, plutôt qu'on lui dise non, c'est bien, et que le mec, ce serait très mauvais pour la personne, ne serait pas aidé. Aussi, on a souvent l'habitude de voir des gens et de penser que ces gens-là sont trop fiers d'eux par rapport à ce qu'ils font. Ça nous arrive d'avoir envie d'aller voir la personne et lui dire « Oh, redescends un petit peu, on est déjà passé par là, travaille encore. » Et ça paraît encore plus comme du troll ou comme du haters ou tout ce que vous voulez de dire ça, mais non en fait. Il y a des gens qui effectivement s'enferment dans leur bulle, pensent qu'ils ont un niveau acceptable pour quoi que ce soit, mais ne vont pas regarder assez loin, et le problème c'est que ça ne fait que retarder l'échéance, c'est-à-dire que c'est au moment où vous aurez vraiment trop investi pour devenir professionnel ou quoi que ce soit, où vous aurez des retours négatifs, que ces retours ne viendront pas forcément de vos amis ou des gens proches, mais viendront de producteurs, de boîtes, etc. Et ça fait beaucoup plus mal parce qu'on tombe de beaucoup plus haut. Comme pour le premier palier, on va vous montrer quelques exemples de ce qu'on faisait à cette époque, qui finalement d'ailleurs n'est pas si loin que ça, on a... Non. Donc voilà quelques exemples. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, il y a déjà une évolution par rapport aux premiers extraits qu'on vous a montrés, sachant que ces extraits-là ne datent vraiment pas, comme l'a dit Jean-Gabriel, de très long. Et vous allez voir que entre ce qu'on vous a montré juste là à l'instant et ce qu'on va vous montrer plus tard pour le palier professionnel, il y a une nette amélioration. Elle n'est pas que musicale et on va en parler tout de suite.
Donc, palier professionnel. Alors, c'est un vaste sujet car on ne sait jamais vraiment quand considérer qu'on a le niveau pour être professionnel. Un compositeur amateur évoluera en fonction de ses envies et de sa mentalité, alors qu'un compositeur professionnel évoluera en fonction des besoins qu'il aura. Ça peut être, par exemple, des besoins financiers. Il y a donc quelques prérequis par rapport au stade de l'amateurisme qu'il faut absolument avoir développé. Alors, tout d'abord, il faut avoir réussi à développer tous les points qu'on a mis en évidence pour le stade amateur à un niveau suffisant. Pour juger de si c'est suffisant ou non, il suffit de demander à des compositeurs déjà insérés professionnellement ce qu'ils pensent de votre niveau. Il faut être capable d'appliquer tous ces points en même temps, de manière efficace. Par conséquent, être rapide. Pour vous donner une idée, lorsque Cédric ou moi avons commencé, on pouvait passer plus d'un mois sur une composition d'1 minute. Aujourd'hui, ça se compte en heures. Un exemple tout frais, c'est que là récemment on s'est mis sur un style John Williams, c'est-à-dire un style relativement axé sur la guerre des étoiles, qui est un style très compliqué à appliquer et à composer si on veut vraiment que ça y ressemble. On a mis beaucoup plus de temps que prévu, simplement parce que on est de une pas forcément habitué à faire ce style-là, et que ça reste quelque chose, c'est un des meilleurs benchmarks pour savoir si on est capable d'orchestrer quelque chose. Ensuite, il faut avoir travaillé plus d'un style, dont certains peuvent d'ailleurs avoir été travaillés de manière assez succincte. Mais c'est vraiment afin de pouvoir répondre à différentes demandes et à pouvoir être capable de fournir différents styles en fonction des commandes. Autre chose, il faut savoir être créatif quand on n'en a pas envie, et savoir se forcer à produire un contenu de qualité aussi. C'est notamment pour ça que les notions techniques et théoriques de la composition classique, telles que l'harmonie, qui est la science des accords, ou l'orchestration, sont si possible à connaître assez bien, car elles permettent de débloquer pas mal de situations en produisant un contenu technique plutôt qu'inspiré, et permettront de réussir à stimuler à nouveau la créativité. Ces notions ne sont pas obligatoires, mais elles sont encouragées si on a la possibilité de les travailler un jour. À l'exemple, moi actuellement qui ai passé 6 mois sur un jeu, en tant que professionnel, avec un style demandé très difficile à avoir, j'ai mis 6 mois à non pas développer ma créativité, mais à trouver le style voulu. Mais je devais fournir des compositions, etc. Et j'avais pas forcément envie de faire tel ou tel style ou telle chose demandée. J'ai dû combler ça par un côté technique, c'est-à-dire en composant quelque chose qui allait leur plaire. Un autre point essentiel, il faut savoir se vendre et donc savoir communiquer avec les autres. Que ça soit pour trouver un contrat ou pour savoir établir une relation de confiance avec un réalisateur et comprendre facilement ce qu'il veut, c'est vraiment important. Pour ceux qui ont du mal socialement parlant, il n'y a pas de recette miracle, hein, il faut se forcer. Prendre des cours de théâtre pour être capable de jouer le personnage du compositeur qui sait se vendre lorsqu'on y est confronté peut être un bon moyen de se débloquer à ce niveau-là et d'affirmer sa vraie personnalité par la suite. Et pour terminer, un point qui n'est pas des moindres, et il faut avoir développé une très bonne gestion personnelle, tant dans son organisation de tous les jours qu'administrativement parlant. Alors ça c'est quelque chose que les gens ignorent la plupart du temps, ou quelque chose à quoi on n'accorde pas beaucoup d'importance. Alors que ça a facilement un bon 50% d'importance par rapport à tout le reste dont on vient de parler. On ne peut pas décemment se dire compositeur professionnel et donc accepter des contrats sans être capable de les honorer. À savoir que quand on nous demande, par exemple, en exemple là, j'ai 1 heure de musique à fournir pour un jeu vidéo, je dois être capable de prendre tout en considération, c'est-à-dire les demandes des développeurs, les demandes de la direction artistique, des demandes supplémentaires, des deadlines qui bougent, et je dois être capable de m'être organisé pour avoir les banques de sons qu'il faut, être capable aussi de subvenir à mes besoins entre-temps, c'est-à-dire que je vais pas attendre d'être payé 1 an après, sachant que souvent le salaire arrive après, hein. Je vais pas attendre comme ça et manger des pâtes toute la journée, tous les jours, et avoir une qualité de vie qui descend, alors que je dois produire une qualité de musique qui monte. C'est bête à dire, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté à un temps. Non. Ensuite, on n'a pas un seul contrat. Un seul contrat ne nourrira pas son homme, sauf si c'est effectivement le contrat du rêve américain, où on touche tout de suite des millions, mais ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas quand on est professionnel tout jeune. Au début, c'est des contrats qui peuvent effectivement paraître très sympas, comme on en a parlé dans l'émission 1,
mais qui vont vous servir souvent à vous autofinancer et ainsi qu'à payer vos factures, et le reste, il n'y aura plus grand-chose. Hein. C'est souvent moindre au début qu'un salaire normal. Donc souvent, on doit compiler avec un boulot à côté. Et donc, il faut être capable d'organiser son temps. À l'heure actuelle, en exemple, moi, je travaille 8 heures par jour, donc ce qui veut dire 10 heures, comptez 10 heures de votre temps hors de la maison où vous ne pouvez pas forcément composer. Vous rentrez, vous mangez, vous passez du temps un tout petit peu avec les gens, et ensuite vous devez travailler. C'est-à-dire qu'on arrive à des journées de entre 18 et 20 heures de temps de travail. Et il faut être capable, en ayant travaillé toute la journée, de composer encore et d'être aware, comme dirait l'ami Jean-Claude, à toutes les erreurs qu'on pourrait faire et à ne pas partir dans la facilité par fatigue ou par habitude. Et donc ça, il faut être capable de le faire en ayant justement, comme je l'ai dit, plusieurs contrats. À l'heure actuelle, je cumule plusieurs contrats, j'ai des projets, j'ai d'autres choses, Jean-Gabriel aussi. Rien que le compositoire qu'on est en train d'enregistrer en ce moment, c'est un projet qui prend du temps. On essaie de faire les choses quand même bien. Et tout ça, il faut être capable de le faire dans un laps de temps. Les journées ne dépassent pas 24 heures. On a tous des obligations et les gens ne se rendent pas compte. Vraiment, les gens autour de vous vont jamais se rendre compte que quand vous êtes chez vous, c'est pour travailler. Un autre exemple de gestion plus administrative sera par exemple le fait de devoir établir des contrats avec des instrumentistes ou ce genre de choses qui nécessitent de savoir comment se passent toutes les procédures juridiques, quel statut avoir en tant que compositeur, comment éditer des factures selon son statut. C'est des choses sur lesquelles il faut s'être renseigné au préalable. On vous donnera des liens par la suite ou dans d'autres émissions. Alors, pour ça, je pense qu'une émission surtout qui parlera de comment se protéger, comment être prêt administrativement et surtout comment protéger vos droits. Je pense qu'on fera une émission spéciale là-dessus dans laquelle j'espère avoir Christophe. Pour ceux qui ne connaissent pas Christophe, c'est Christophe Ferral. On a parlé il y a dans l'épisode numéro 1 en fait, qui est compositeur français de renom et qui en connaît un rayon là-dessus et qui pourra effectivement animer un peu la discussion. Une autre émission, je pense, une autre rubrique dans une émission peut-être qui sera peut-être sujet plus à débat, ce sera quand je dis vous protéger, c'est-à-dire aussi, comme on le disait, faire la différence entre distribuer gratos votre musique pour vous faire connaître et laisser des gens utiliser votre musique par gentillesse ou aussi pour vous faire connaître sans rien demander en retour à part le fait que vous soyez cité. C'est bien, mais il faut vraiment être capable de discerner ce qui vous rapportera le plus. C'est bête, c'est peut-être, vous me direz, être un peu un requin ou quoi, mais ça marche comme ça. Il n'y a pas de gentil. Si on utilise votre musique et qu'on ne vous cite pas, si vous le remarquez, n'hésitez pas à aller dire à la personne, qu'elle soit connue ou pas. Beaucoup oubliaient un temps de citer les gens, de citer les musiques qu'ils utilisent. La musique est souvent délaissée, reléguée en fait au statut d'outil tout simple de remplissage, alors que c'est faux. Mais on en parlera vraiment plus en détail dans une émission, dans une rubrique vraiment prévu pour ça, qui sera vraiment basé sur la protection que vous devez avoir, hein, qu'elle soit juridique, qu'elle soit tout simplement morale, et ainsi que comment un petit peu vous distribuer sans faire ce que beaucoup de compositeurs, souvent malheureusement amateurs, font, c'est-à-dire gaspiller leur chance en essayant de se répandre alors qu'ils n'ont pas encore le niveau et sans forcément se protéger non plus derrière. Pour des morceaux à titre professionnel, on va vous montrer ce qu'on fait à l'heure actuelle. Pour ma part, vous pourrez réentendre en fait le morceau que j'ai composé en étant débutant, que j'ai refait récemment avec mes compétences actuelles pour montrer la différence. Donc vous pourrez comparer, les deux morceaux sont exactement les mêmes avec une réorchestration et une manière de faire beaucoup plus technique à l'heure actuelle. Alors pour ma part, ce n'est pas l'évolution du même morceau, puisque je n'ai pas eu le temps je n'ai pas pris le temps de faire ce genre de choses. Par contre, vous aurez l'exemple d'un morceau qui est composé pour un jeu vidéo, et vous verrez un peu ce que ça donne comparativement à ce qu'on a composé avant.
Alors nous allons maintenant répondre aux questions qui nous ont été posées. Vous avez été pas mal, on est impressionnés du retour qu'a occasionné l'épisode 1. Beaucoup de questions étaient les mêmes, donc on va y répondre dans une globalité. Et on a 2 ou 3 questions qui étaient un petit peu plus ciblées, auxquelles on va répondre aussi. Plusieurs personnes nous ont demandé comment fonctionnait Vienna Ensemble Pro. C'est un fonctionnement un peu compliqué, du coup ça on vous le montrera lors d'un tutoriel et on peut pas y répondre lors d'une question, ça c'est beaucoup trop complexe pour répondre à l'oral sans un exemple vidéo poussé. Donc vous verrez ça prochainement lors d'une future émission. On nous a posé la question plusieurs fois sur, par rapport au morceau d'introduction, le 8 bits. Le 8 bits, pour ceux qui savent pas ce que c'est cette musique de Game Boy, de Nintendo NES, donc vraiment les anciennes musiques, où on pouvait trouver et comment on faisait pour créer de la musique 8 bits. Alors c'est tout simple, j'utilise le VST qui s'appelle Cheap Sounds de Plug, qui n'est pas très cher, il me semble, que j'ai acheté d'un bon marché et qui est vraiment très complet. Vous pouvez vraiment moduler tous les sons que vous voulez. Vous avez des sons de basse qui sont très bien, qui est utilisé directement comme plugin et non pas comme VST en fait. Vous n'avez pas besoin de contact pour l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir directement dans votre séquenceur. Donc voilà, à conseiller, on vous met le lien dans les descriptions de l'émission. On nous a également demandé des conseils sur des claviers. Alors pour ça, on répondra personnellement par mail à ce genre de questions parce que les demandes étaient très précises à chaque fois et ça varie beaucoup trop pour qu'on puisse répondre et avoir un avis qui soit bon pour tout le monde. On nous a aussi posé la question par rapport aux séquenceurs. Oui, on utilise Cubase et Pro Tools. Pourquoi ? Parce que de une, on n'a pas Logic. Logic, on pourra peut-être y venir. On trouvera quelqu'un qui utilise beaucoup Logic et qui pourra nous aider. Mais la seule raison est que pour la composition orchestrale, ce sont les logiciels, comme on vous l'a dit, qui sont les plus conseillés. Même FL Studio qu'on avait cité dans l'émission précédente, on peut un petit peu le laisser de côté pour par exemple le remplacer par un Ableton qui serait beaucoup plus pratique pour la composition qu'un FL Studio. Ces séquenceurs que nous n'utilisons pas là à l'heure actuelle, on va y venir. On va tenter vraiment de s'élargir et d'aborder d'autres séquenceurs et d'autres modules que nous n'utilisons pas habituellement. Simplement, on ne peut pas faire tout d'un coup, mais vous inquiétez pas, c'est prévu, on va vraiment essayer d'aborder pas mal de thèmes. On nous a aussi demandé par rapport au style de composition. Effectivement, Jean-Gabriel et moi composons un certain style, qui est la musique de film, le scoring, qui englobe quand même pas mal de genres, mais comme je vous l'ai déjà dit, on va aussi certainement aborder l'électro, on va aborder des styles qui sont un tout petit peu plus légers aussi, on abordera certainement aussi les styles instrumentaux, c'est-à-dire peut-être plus ce qui est rock, jazz et peut-être le métal ou d'autres choses comme ça, puisque Jean-Gabriel et moi connaissons ces domaines-là. Donc oui, ce sera large, simplement on ne veut pas aborder tout en même temps, que ça devienne un fratras d'informations pour votre cerveau et que au final on perde tout le monde au milieu d'une émission parce qu'on veut trop en dire. Les news de l'émission, alors pas beaucoup de news, mais des news quand même intéressantes, avec tout premier, parce que là c'est dans quelques heures je suppose, à dater de la sortie de cet épisode, je serai présent à Polymanga, pour ceux qui vont à Montreux en Suisse, en compagnie des noobs, sur le stand des noobs, donc vous demandez Circle, Abraham le Pape, ou Cédric, ou qui vous voulez, le groupe barbu. Si vous voulez discuter musique, composition, je serai là-bas en tant qu'acteur, mais surtout que compositeur de la web-série, donc je vous y invite, ça me ferait plaisir de vous voir. Ça se déroule donc du vendredi 25 mars au lundi 28 mars, donc c'est là tout près, donc je serai là les 4 jours normalement, soit je vadrouille, soit je suis au stand, et je vous y attends. Le 23 avril à Paris, il y aura le concert Distant Worlds au Grand Rex, qui sera sur les musiques de Final Fantasy avec la présence du compositeur Nobuo Ematsu.
Et pour finir, donc petit coup de pub pour un orchestre symphonique qui joue de la musique de bande-son, qui s'appelle tout simplement Orchestre Symphonique Bande-Son, qui est suisse, donc ça fait un peu chauvin, mais je m'en fous. C'est une jolie découverte que j'ai fait via une affiche quand j'étais en ville. Ils ont terminé donc la semaine dernière une série de concerts qui a visiblement très bien marché. Ça s'est terminé au Victoria Hall de Genève où j'ai été. J'ai trouvé ça très très sympa à voir. Je trouve bien que ça commence un petit peu à se démocratiser, que des orchestres fassent ça. Je les soutiens personnellement, j'espère qu'ils vont renouveler l'expérience. Je vous mets ici dans les liens de l'émission leur page, http://bande-son.ch et je vous invite à aimer leur page que je vous mets dans les liens de l'émission aussi. Donc voilà, on arrive au bout de cette émission qui, comme vous l'aurez constaté, a été plus courte. On attend toujours vos retours, n'hésitez pas à nous faire des remarques, des retours, nous poser des questions. On va vous communiquer cette fois entre l'épisode 2 et l'épisode 3 un nouvel exercice à faire, puisqu'il n'y en a pas eu entre l'épisode 1 et 2. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube, ça nous ferait très plaisir. On sait que tous les youtubeurs disent ça, donc on le dit aussi. N'hésitez pas à partager aussi, si vous voyez des gens que ça pourrait intéresser de suivre un peu ça, surtout les tutoriels qu'on va donc continuer à développer. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, ainsi que pour les prochains tutoriels. Et à plus. À plus.